ou la poule? Qu'est-ce qui vient en premier? C'est une question qui se sont posées des centaines de personnes et plusieurs philosophes. Et pourtant, la réponse est fort évidente, c'est le dinosaure. En effet, cet oiseau de la famille des Phasianidae d'ordre Gallinaceae est l'ancêtre du dinosaure Archaeopteryx qui lui aussi pondait des œufs, possédait des ailes recouvertes de plumage et était pourvu d'écailles. Ensuite, par mutation génétique, il a adopté graduellement l'allure du poule ou d'un coq qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les poules et coqs modernes sont des successeurs du coq dit doré qui provient du sud-est asiatique. Toujours pas convaincu? Je vais porter votre attention sur les écailles des pattes des poules et des coqs. Et oui, les dinosaures, eux, ils en ont développé afin de protéger leur corps contre les agresseurs environnants et de l'évaporation d'eau. D'autre part, les dents, heureusement ou pas, les poules d'aujourd'hui ne mordent pas. Elles ne possèdent pas de dents. En fait, il serait plus juste de dire qu'elles n'en possèdent plus. Cet oiseau de ferme possède dans son ADN l'information complète responsable des dents. Mais cette information est devenue illisible. C'est pourquoi elle n'en possède plus à l'éclosion. Pourtant, lors du développement de l'embryon, il y a une certaine croissance de dents, mais celle-ci ne s'achèvera pas, à l'exception d'une seule nommée dent de l'œuf, qui a pour fonction de percer la coquille de l'œuf lors de l'éclosion. Cependant, cette dent séchera et tombera 12 à 24 heures après l'accomplissement de sa tâche. On pourrait tout à fait vérifier cela. Et voilà que je vous en prie de m'accompagner dans mon expérience d'incubation d'œufs de poule. Nous sommes le 17 octobre 2024 et les œufs sont arrivés. Contrairement à ce que vous pensiez, le développement n'a toujours pas commencé. En effet, les œufs fécondés peuvent être préservés et le développement suspendu pour un certain temps. Pour cela, les températures dans lesquelles l'œuf se trouve doivent se situer entre 12 degrés Celsius et le taux d'humidité doit être entre 70 et 75%. La formation du poussin ne sera que déclenchée lorsque la température sera au-delà de 26 degrés Celsius. N'attendons pas une minute de plus. Premièrement, avant de déposer les œufs dans l'incubateur, nous devons nous assurer qu'ils nous ont été livrés sains et saufs, en somme, qu'ils ne sont pas brisés. Ensuite, il est vraiment important de les nettoyer afin d'écarter les bactéries. Voilà le fameux incubateur. J'ai déjà réglé tous les paramètres, il ne suffit donc que d'installer les œufs. Tout incubateur est différent et il serait donc de votre responsabilité d'étudier le fonctionnement spécifique pour un certain appareil. Il se peut qu'un incubateur soit ainsi programmé que vous ne devez pas vous soucier des paramètres, mais moi je préfère les contrôler manuellement. Dans mon cas, les œufs sont couchés. Mais si l'incubateur exige que les œufs soient debout, l'extrémité la plus large de l'œuf devrait pointer vers le haut. Pourquoi? Vous le comprendrez plus tard. Notez bien que la température à l'intérieur de l'incubateur doit être réglée à 37,8 degrés Celsius et le taux d'humidité à 65% pour les 19 premiers jours de l'incubation et entre 80 et 90% pour les 2 derniers jours, sa période d'éclosion. De plus, il serait primordial de tourner les œufs 2 fois par jour pour les 18 premiers jours de l'incubation si votre incubateur ne le fait pas déjà automatiquement. Sans cela, l'embryon collera à la coquille et ne pourra jamais éclore. Pour s'assurer que le tournage automatique de mon incubateur fonctionne, j'ai marqué avec un feutre permanent à côté de l'œuf et je surveillerai le déplacement du point. Car il se peut que l'incubateur soit brisé et que le tournage automatique ne fonctionne pas. En plus de cela, j'ai numéroté les œufs de 1 à 11 afin de surveiller le développement unique à chacun.
Ce premier jour, l'embryon est constitué de 3 couches de cellules, ectoderme, mésoderme et endoderme. Chacune est responsable du développement d'organes et de systèmes spécifiques. C'est à partir de la 16e heure du début de l'incubation des œufs que le développement de plusieurs organes tels que le tube digestif, la colonne vertébrale, la tête et l'œil débute, sans oublier la formation du système nerveux. On assiste à la formation de l'oreille, mais surtout au premier battement du cœur. Il y a la formation des voies respiratoires, des ailes et des pattes. Aussi, on peut remarquer une petite tache au milieu. C'est le cœur naissant des poussins. À ce stade-ci, il y a la formation de la langue et de la membrane amniotique et du liquide amniotique dans lequel flottera l'embryon, ce qui lui permettra de se positionner pour l'éclosion. Aussi, le cœur bat à l'extérieur du corps. On peut d'ailleurs le repérer très facilement. C'est le noyau de l'œuf. Tous les filaments qui y sont reliés sont en effet des veines sanguines. Au jour 5, la formation des organes permanents et des organes sexuels commence. On peut aussi remarquer que le système circulatoire sanguin est devenu beaucoup plus visible. En effet, l'embryon subit un épaississement des aortes qui sont des organes qui font circuler le sang du cerveau au reste du corps. On a la formation du bec et l'achèvement de la formation des ailes et des pattes. La membrane épaissit. D'ailleurs, lors de la prise de photo, j'ai remarqué que l'organisme en formation était en train de bouger tout comme un enfant dans le ventre de sa mère. À ce moment-là, les premières plumes se forment. Mais aussi, le zygote devient de plus en plus grand, mais surtout actif. Il nage dans le liquide amniotique dans tous les sens. La membrane devient opaque et le zygote commence à ressembler à un vrai poussin. Mais très petit, si petit qu'on ne peut pas vraiment l'apercevoir à travers la coquille. Tout comme au jour 8, le zygote demeure très actif. Les os se forment, incluant le bec, qui lui aussi est un os. Ce jour-là, c'était difficile de prendre une photo claire, car le zygote bougeait tellement. Formation des écailles et des griffes. Quant à mes observations, le zygote était beaucoup plus gros et bouge beaucoup encore. Selon la théorie du développement des poussins, il est intéressant de savoir que les femelles développent 2 oviducs qui sont des conduits par lesquels l'ovule quitte l'ovaire chez les animaux. Cependant, ce jour-là, l'ovaire et par conséquence l'oviduc de droite se dégénère, se dégrade, laissant celui de gauche accomplir la tâche tout seul. L'embryon se positionne pour l'éclosion. L'œuf est très sombre. Vous allez voir que les journées suivantes, les images ne seront pas très claires et les corps des futurs poussins ne seront pas très définis. Cet inconvénient est dû à l'épaississement des organes, de la coquille et des os, et comme on le sait, les os ne sont pas visibles à travers une simple lumière blanche. On a la solidification des écailles, des griffes et du bec. Aussi, il n'y a presque plus d'albumène. L'albumène est le blanc d'œuf liquide qui, dans le cas d'un œuf fécondé, nourrit l'embryon durant son développement. Le bec se positionne vers la couche d'air. La chambre à air est située dans la plus grosse extrémité de l'œuf et contient de l'oxygène nécessaire au cours de l'éclosion qui dure entre 12 et 24 heures. C'est pour cela que je disais tantôt qu'en cas d'un incubateur où les œufs doivent être placés verticalement, l'extrémité la plus large doit pointer vers le haut. Car après avoir percé la membrane de la chambre à air, il devra percer la coquille de l'œuf et commencer à respirer l'air ambiant, ce qui serait impossible s'il était à l'envers. Fait intéressant,
Quand la couvaison est naturelle, c'est-à-dire quand c'est une poule qui recouvre et chauffe les œufs, les poussins communiquent avec la poule afin de lui faire savoir qu'il éclose. Par conséquent, cette dernière se lève par moments pour laisser l'oxygène circuler. L'embryon consomme le vitellus. Le vitellus est un mot dérivé du latin qui veut dire jaune d'œuf et qui est destiné à nourrir l'embryon pendant l'éclosion et même pendant les 24 premières heures après sa naissance, disons. Le sac vitellin est complètement consommé et est maintenant dans le corps de l'embryon. Le sac vitellin est l'organe qui contient du vitellus que j'avais mentionné précédemment et est annexé au corps des embryons des ovipares qui sont des vertébrés pondeurs. Le terme annexé veut dire qu'il est attaché par un conduit au corps étant toutefois à l'extérieur de celui-ci. Voici un schéma qui le démontre bien. L'autre sac est l'allantoïde qui a la fonction d'échange de gaz et de recueillir les déchets liquides. L'allantoïde, la membrane amniotique et le chorion, qui est la couche la plus externe de l'œuf, sont des membranes embryonnaires permettent d'identifier les amniotes dans les oiseaux. Un amniote est un vertébré dont l'embryon est accompagné d'un amnios et d'une allantoïde. C'est le cas des reptiles, des oiseaux et des mammifères. Ces dernières journées d'incubation, le poussin occupe tout l'espace sauf la chambre à air. À cause de cela, je n'ai pas vu beaucoup de mouvements. Le manque d'oxygène dans la membrane provoquera la contraction des muscles du cou, ce qui permettra au poussin de percer la chambre à air avec son bec, comme mentionné plus tôt, qui est situé dans la grosse extrémité de l'œuf. Les faibles, ceux qui manquent de vitamine B, responsable de la production d'énergie, de l'absorption de nutriments et de la régulation du système nerveux, n'auront pas assez de force de percer et mourront. Le jour 21 est le jour J, le jour de l'éclosion. Le poussin découpe la grosse extrémité de l'œuf, donnant des coups avec ses pattes et son bec, et vient au monde.